Donc, je me présente, je suis donc Gaëlle Vermont-Gratalou, je suis la responsable communication et en charge des projets de sensibilisation au sein de Madininer, l'Observatoire de la qualité de l'air en Martinique. Et je suis partenaire donc du projet Live VR. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire cet après-midi et vous faire découvrir donc cet outil Live VR, un serious game destiné aux collectivités, élus et responsables territoriaux. Donc, Webinaire, vous le verrez, hein, c'est un jeu immersif qui a été développé dans le cadre du programme européen LIFE et qui a été pensé, voilà, c'est un objet innovant, vous le verrez, en réalité virtuelle et qui a été pensé pour les élus et les responsables territoriaux. Donc, il permet de simuler des décisions politiques, stratégiques et visualiser surtout l'impact que ces choix peuvent avoir sur la qualité de l'air et sur le climat. Donc aujourd'hui, j'aurai donc le plaisir de vous présenter cet outil avec les intervenantes, parce qu'elles sont essentiellement, ce sont essentiellement des femmes, donc les intervenantes et les partenaires du projet, et je serai accompagnée d'élus engagés en faveur de la qualité de l'air. Donc, ce que je vous propose, avant d'entrer dans le vif du projet, c'est de laisser la parole donc, à la présidente de l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air, Madame Sena Tiempo, qui est co-organisatrice de ce webinaire. Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parfaitement, merci. Oui, Bon, oui, merci. Super. C'est parfait. Alors, très bien. Eh bien, écoutez, je suis d'abord, merci à vous toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Juste des mots très, très rapides parce que l'idée, c'est quand même que le jeu nous soit présenté. Donc, vous remercier de votre participation, remercier nos partenaires, France Atmo, Grand Est, Atmo France et Madiner. Et peut-être se rappeler, avant que le Serious Game ne soit présenté, nous rappeler qu'il est important aujourd'hui de sensibiliser les élus sur les enjeux de qualité de l'air. Quand on parle de sensibilisation, de qualité de l'air, on pense tout de suite à la sensibilisation auprès du grand public, qui est certes nécessaire, mais il y a aussi un travail à faire auprès des élus, parce que quand on est élu d'un territoire, et notamment dans les métropoles qui ont en charge la pollution atmosphérique, quand on est dans sa délégation en charge de la qualité de l'air, on gère plutôt bien le sujet, mais on peut être confronté dans notre parcours d'élu, dans d'autres délégations, à la question de la qualité de l'air, qui est un sujet transversal. Et si on veut que tout le monde s'en empare et toutes les décisions politiques soient teintées de la question de la qualité de l'air, il faut vraiment qu'on acculture tous les élus. Et il est important aussi de pouvoir proposer de nouveaux modes de communication et de sensibilisation. Et moi, je suis vraiment emballée qui est un outil en même temps pédagogique et ludique, qui est une nouvelle façon d'apprendre sur ce sujet qui est extrêmement compliqué. Et je suis vraiment très, très contente de pouvoir lancer ce webinaire aujourd'hui. Et voilà, je n'en dirai pas plus. Je laisserai chacune, parce qu'on est sur une table ronde 100% féminine, et je trouve ça vraiment chouette, chacune présenter ce qu'elle a à présenter. Donc, je crois que la première intervenante, c'est, si je ne me dis pas de bêtises, Raphaël Despraux d'Atmo Grand Est, qui va nous présenter le projet Life FR et l'immersion dans le Serious Game. Et ensuite, Catherine Hervieux, présidente d'Atmo France, qui nous expliquera comment les collectivités peuvent s'emparer de ces Serious Games pour agir en faveur de la qualité de l'air. Voilà, je vous... Très bien, merci Madame Sena Tiempo. Je vous en prie. Madame la Présidente, vous dites qu'il n'y a que des femmes et je suis là et je suis content d'être parmi Non, plein de femmes comme ça. Je suis heureux. Je pensais plutôt aux intervenantes autour de la table ronde, mais c'est très bien. Vous êtes bien évidemment le bienvenu. Hein. Merci mais beaucoup, madame. C'est tellement rare d'avoir des tables rondes 100% féminines ou essentiellement féminines que je trouvais important de le relever. Mais moi, j'aime bien les tables rondes féminines, c'est bien. Jacques Patrice, un président des Atmo Hauts-de-France et membre du bureau Atmo France. Merci. Merci à Madame Sena Tiempo qui a rappelé l'importance en effet de sensibiliser, former les élus aux enjeux de la qualité de l'air. Et donc cet outil, l'AFVR, qui va vous être présenté, répond à cet objectif. Juste quelques règles de participation, puisque voilà, on est plus d'une cinquantaine pour l'instant sur ce webinaire. Donc je vous propose de poser à tout moment, bien sûr, vos questions, vos réactions, les mettre dans le chat. Et puis, il y aura un temps qui sera consacré de toute façon à la fin
à la fin de ce webinaire. Et ensuite, sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible sur la chaîne YouTube de Atmo Grand Est. Voilà, un peu voilà l'ordre du jour de ce webinaire. Donc, présentation du projet, immersion dans ce Serious Game. Et puis, comme l'a dit Madame Sina Tiempo, nous aurons des prises de parole donc, de la présidente de la Fédération française et des regards d'élus. Voilà, donc on réécoutera Madame Sina Tiempo qui nous partagera justement sa vision de cet outil. Donc, je laisse la parole à Raphaël Decaux, qui est pilote justement de ce projet LiveVR et qui a coordonné ce projet. Merci Gaëlle pour l'introduction. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais effectivement commencer par vous présenter le projet dans sa globalité et puis ensuite nous regarderons le Serious Game lui-même. Alors, il s'agit d'un projet européen. Nous avons donc un gros consortium de nombreux partenaires qui contribuent au développement des outils, mais aussi à leur déploiement sur tous les territoires partenaires. Au niveau des partenaires bénéficiaires, vous voyez qu'on a plusieurs ASQA, donc associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air. Il y a une ASQA par région en France et on voit qu'avec les différentes ASQA qui sont partenaires, on a un outil qui est déjà d'ampleur quasiment nationale. On a donc la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, en plus de la Martinique et du Grand Est. Nous avons aussi des partenaires en Espagne et en Roumanie, ce qui permet d'avoir des outils encore plus robustes, donc des outils qui ne fonctionnent pas uniquement en France pour des régions françaises, mais qui sont aussi aptes à recevoir des données sur d'autres territoires. Et puis pour les développements en réalité virtuelle, le travail s'est fait avec l'Université Marie et Louis Pasteur et l'Université technologique de Belfort-Montbéliard. Voilà pour les partenaires qui travaillent sur le projet. Ensuite, il y a plusieurs partenaires qui sont cofinanceurs. Bien sûr, le programme LIFE, avec un financement de 60% de l'ensemble des travaux, mais aussi, comme vous pouvez le constater, des régions, des agences régionales de santé, voire des communautés d'agglomération. Ensuite, nous avons des partenaires associés qui sont au sein du projet pour leur expertise ou bien pour les aspects de représentation qu'ils nous apportent. Et enfin, nous avons de nombreuses parties prenantes. Donc, les parties prenantes, ce sont surtout des villes ou encore d'autres associations de surveillance de qualité de l'air qui nous ont apporté leur soutien par des courriers et puis par le déploiement qui a déjà bien commencé dans leurs services. Voilà le gros consortium de ce projet. Alors, le projet LiveVR a deux objectifs. Premièrement, acculturer les décideurs aux questions air, climat, énergie, et ce, de façon innovante. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude d'aller voir les collectivités et les décideurs avec des PowerPoint, avec des documents. Là, l'idée, c'était vraiment de changer de support et de passer, pourquoi pas, par la VR. Et on souhaitait également s'appuyer sur les données des territoires. Les associations de surveillance de la qualité de l'air sont des gros producteurs de données, des concentrations, des émissions, des données sur l'énergie. Et l'avantage de ces jeux, c'est que ces données sont réutilisées. Le deuxième grand objectif, c'est de sensibiliser des citoyens à la qualité de l'air de façon ludique et innovante également. Donc, on en parlera moins aujourd'hui, mais le projet a aussi sorti un escape game. On aura l'occasion de le lancer d'ici quelques mois. Donc, deux jeux ont été développés dans le cadre du projet. Le Serious Game pour les décideurs, l'escape game pour les citoyens. Le Serious Game dont on va plus parler aujourd'hui, il est fait pour 2 joueurs. Un joueur qui aura un casque VR et qui va donc être en immersion dans un univers où il va pouvoir agir sur la qualité de l'air. Et il va travailler en binôme avec un joueur à l'extérieur de la VR et qui, lui, va utiliser un manuel technique. Donc, pourquoi cette combinaison ? C'est parce que ça permet de travailler ensemble, faire de la collaboration, discuter. Et puis aussi, si quelqu'un ne se sent pas à l'aise avec la VR, il peut tout à fait être acteur du jeu en utilisant ce manuel technique. Dans ce jeu, il y a 5 modules sectoriels qui sont indépendants. On va le voir après. C'est un jeu d'apprentissage, c'est pour ça qu'il y a quand même du détail, et 5 modules, donc l'agriculture, le résidentiel, l'industrie, la mobilité, entre autres. Voilà, tout ça pour avoir une découverte assez étendue
sur la qualité de l'air qui, comme on le disait en introduction, concerne tous les secteurs d'activité. Pour résoudre un module, il faut à peu près 20 minutes. Alors, ça dépend beaucoup des personnes. Les personnes qui sont habituées soit à faire des jeux, soit à faire des jeux vidéo ou des serious games vont mettre peut-être une dizaine de minutes et puis d'autres personnes peuvent mettre 25 minutes. Ça dépend vraiment. Donc, c'est vraiment une animation complète. Si on veut faire les 5 modules sectoriels, on peut y consacrer 1 heure ou 2 lors d'une journée de team building ou lors d'une journée de formation. L'escape game, donc on en parlera moins aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus court. Et le joueur est en autonomie avec le casque VR. Voilà la différence entre les 2 jeux produits par le projet. Alors, on va donc maintenant rentrer un peu plus en détail dans le serious game. Et avant de commencer, je vous propose de visionner un petit trailer. En 2070, votre territoire est menacé par la pollution de l'air. Remontez dans le temps à bord du Blue Sky Explorer, étudiez les impacts des polluants atmosphériques et corrigez les erreurs du passé. Paramétrez des modules à l'aide de la technologie SCAN. Revitalisez l'environnement de la station et réduisez les émissions de polluants. Mais attention, le flux temporel est instable. Agissez vite avant le retour de la station dans le futur. À vous de jouer. Voilà. Merci Lisa, ma collègue de l'unité internationale d'Atmo Grand Est pour la diffusion. Donc cette vidéo, on va vous mettre le lien si jamais vous avez eu un problème technique dans la discussion. Elle est disponible aussi sur la chaîne sur YouTube, donc vous pourrez la revisionner ou la partager si quelque chose ne s'est pas bien passé. Alors comme vous l'avez entendu, vous serez plongé dans le futur en survolant votre territoire encore trop pollué à bord d'une station temporelle de dépollution qui s'appelle le Blue Sky Explorer. Et votre mission, c'est de retourner dans le passé et d'appliquer des actions d'amélioration de l'atmosphère. Les ressources que vous aurez, c'est le manuel technique de la station détenu par vos collaborateurs. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur de la station. On ne veut pas trop en dire quand même, mais c'est un grand dôme de pilotage dans lequel vous pouvez circuler dans la réalité virtuelle. Et vous allez donc pouvoir résoudre au choix 1, 2, 3, 4 ou bien les 5 modules à la suite qui concernent donc le résidentiel, la mobilité, l'industrie, l'agriculture et l'énergie. Alors, le résidentiel, on commence par ce secteur-là. Les thèmes qui sont abordés dans ce jeu-là, c'est la qualité de l'air intérieur, donc l'air que l'on respire dans les bâtiments, le chauffage au bois, qui présente des avantages en termes de climat, mais il faut faire attention aux émissions de particules fines, les allergies, notamment dans les espaces verts, donc une problématique que rencontrent les collectivités, les îlots de chaleur dans le cadre du changement climatique, le traitement des déchets, les réseaux de chaleur. Donc vous voyez que les thèmes sont vraiment air, climat, énergie sur cette machine-là. Et la mission du joueur, donc le joueur est dans la peau d'un décideur, hein, le joueur doit identifier les défauts sur ce territoire qui est représenté sur la table, sur la maquette, et puis il doit mettre en place des actions d'amélioration correspondantes. Lorsqu'il a réussi à trouver toutes les actions, eh bien il a gagné, il a résolu ce module de jeu. Donc on peut passer au secteur suivant, il s'agit de la mobilité. Alors là, les thèmes qui sont abordés dans cette seconde machine, ce sont les oxydes d'azote. Donc ça, les oxydes d'azote, ce sont des polluants qui sont majoritairement émis par le transport routier et c'est le non-respect des normes concernant ce polluant qui a conduit à la mise en place des zones à faible émission. Donc c'est vraiment un polluant passeur du trafic. C'est pour ça qu'il est abordé dans cette machine-là. Donc on parle également de zones à faible émission, mais également de transport en commun, de mobilité douce, de télétravail, etc. La mission du joueur, c'est de réduire les pollutions et les nuisances globales en agissant sur les offres du territoire et en choisissant des infrastructures.
sachant qu'il y a 3 parties disponibles. On peut jouer sur des trajets courts, il va être plus question de vélo, piéton, etc. Sur des trajets moyens, on va parler également de transport en commun et de trajets longs. Donc là, on va plus parler de train, avion, voiture, etc. Voilà pour la mobilité. Ensuite, nous avons le module sur l'agriculture. Les thèmes abordés dans cette machine sont tout d'abord l'ammoniac. Donc l'ammoniac, c'est un polluant de l'air. Il est clairement majoritairement émis par le secteur agricole et il va être responsable, en se combinant avec d'autres polluants, de pics de pollution au printemps ou à l'automne. En fait, il va créer des particules fines dites secondaires qui vont possiblement créer des pics de pollution au printemps ou éventuellement à d'autres périodes de l'année. Et c'est un polluant pour lequel il existe des difficultés de réduction. Donc, il était important de le traiter et d'en parler dans ce module-là. Il est également question de particules fines, de manière générale, des pesticides, bien sûr, mais aussi de la saisonnalité des produits que l'on achète, que l'on consomme, des circuits de proximité ou des modes d'élevage. Voilà. Et la mission du joueur dans ce module, c'est d'identifier une production agricole durable pour sa région en tenant compte de différents critères. Nous allons passer à la machine suivante, au module suivant, qui est l'industrie. Donc les thèmes qui sont abordés dans ce jeu-là, dans cette énigme-là, sont la pollution de l'air, mais aussi les odeurs. Donc les odeurs qui peuvent être issues éventuellement des installations industrielles. Également l'efficacité énergétique ou encore le traitement des déchets. Et le joueur doit trouver des leviers d'échange et d'accompagnement des industries pour réduire la pollution. Alors, le joueur n'est pas dans la peau d'un industriel, hein, il est plutôt dans la peau d'un décideur de collectivité. C'est pourquoi il va plutôt trouver des leviers d'échange et d'accompagnement des industries. Mais le joueur n'est pas directement dans la peau d'un industriel. Et puis, le dernier module, c'est le module concernant l'énergie. Donc là, les thèmes, en plus de la pollution de l'air, sont les énergies renouvelables, la biomasse, les énergies fossiles. Donc là, quand on parle d'énergie, il s'agit de production d'énergie, pas de consommation d'énergie. La consommation d'énergie est plutôt abordée dans les différents autres modules. Donc là, c'est un module qui concerne plutôt la production d'énergie. Et là, la mission du joueur, c'est d'ajuster le mix énergétique de la région pour atteindre les objectifs qui ont été fixés, tout en minimisant des impacts environnementaux. Voilà pour cette dernière machine. On a fait le tour du jeu. Évidemment, on ne peut pas montrer davantage de choses, sinon il n'y aura plus de surprises en jouant. Alors, concrètement, comment se passe le déploiement d'un tel outil ? Il y a des kits qui ont été créés, puisque voilà, toutes les collectivités, les entreprises ou les lycées, les écoles, les universités, tous ces utilisateurs-là qui peuvent être intéressés par le jeu n'ont pas forcément de casque. Donc, nous avons des kits chez les partenaires du projet. Donc des valises qui contiennent des casques de VR, des manettes, des batteries, des carnets de bord pour les feuilles de présence, des délimitateurs d'espace, puisque il ne faut pas que les joueurs rentrent en collision avec des personnes qui passent dans les couloirs ou dans les pièces. Il ne faut pas non plus que les joueurs en VR se cognent entre eux. Donc voilà, tout ça doit être matérialisé. Il y a aussi des charlottes, des masques à usage unique, des produits d'hygiène, des chiffons lavables, voilà, qui sont disponibles dans les kits. Et puis, bien sûr, tout ce qu'il faut pour recharger, prendre des notes, etc. Donc, il y a plusieurs modalités de déploiement, hein. Soit la structure dispose déjà de matériel et alors il suffit qu'elle télécharge les jeux sur les stores, soit nous, les partenaires de projet, peuvent expliquer sur place et animer le jeu. On est dans le cadre d'un projet européen, donc cette intervention, elle se fait totalement gratuitement. Et après, pour d'autres zones qui ne sont pas encore partenaires du projet, on a préparé une slide à la fin sur les contacts en cas de souhait de déploiement.
Voilà, en tout cas, concrètement, c'est quand même du matériel. L'avantage tout de même de ce matériel, c'est qu'on peut le déplacer en train, en transport en commun, par rapport à d'anciens types d'escape games qui peuvent être disponibles chez les uns et les autres, qui nécessitaient d'être déplacés en camion, avec un permis camion, et puis plusieurs personnes, plusieurs heures pour monter les jeux, démonter les jeux. Donc là, c'est vraiment l'avantage de la VR. On peut le déplacer facilement, le traduire facilement. On a plusieurs langues disponibles. Aujourd'hui, on présente ce jeu à l'échelle nationale, mais il est déjà disponible en espagnol, en allemand, en roumain, en anglais. Voilà, donc c'est l'avantage de la VR. Alors voilà des images de déploiement. Vous voyez ici une session à la ville de Strasbourg. C'était l'année dernière dans le cadre de la mise en place de l'ISO 14001. Donc tous les services petit à petit, tous les services sont formés. Et donc c'était une des sessions qui a eu lieu avec le service du protocole. On a mis plusieurs exemples. Donc une autre situation de déploiement, là nous sommes à un événement qui s'appelle Cap sur les transitions à Metz, c'était en janvier. Et donc les joueurs qui ont participé à ces sessions-là étaient encore considérés comme des testeurs, mais effectivement maintenant l'outil est téléchargeable et disponible directement sur les stores. Donc nous avons d'autres exemples, comme la journée des collectivités à Arras. Donc vous voyez que les personnes travaillent au moins en binôme, travaillent ou jouent, c'est un serious game, mais en binôme avec la personne qui est en VR dans le dôme du Blue Sky Explorer et puis la deuxième personne qui la guide. Alors évidemment, le joueur en VR ne peut pas gagner tout seul sans l'appui de la documentation technique. La moitié des informations sont en VR, l'autre moitié se trouve dans la documentation technique. Donc obligatoirement, les deux personnes doivent communiquer. Et c'est en communiquant qu'elles vont être obligées finalement de lire et de prendre connaissance des actions d'amélioration de la qualité de l'air qui existent. Voilà, un exemple également dans différentes communautés d'agglomération en Martinique. Donc, centre de la Martinique, pays Nord Martinique et espace sud de la Martinique. Ça, c'était cette année. Donc, un exemple tout récent. Voilà également des joueurs à la métropole Rouen-Normandie. C'était également en mars. Donc, on voit bien là les binômes qui sont en train de résoudre le Serious Game ensemble. Donc, des endroits assez propices pour déployer, soit évidemment des grandes salles où on peut délimiter avec des tables, des chaises ou bien les délimitateurs de jeux que je montrais tout à l'heure. Ça peut être parfois dans les universités, les écoles, ça peut être dans des longs couloirs. Et finalement, on va saucissonner les couloirs et avoir un joueur tous les 3 mètres. Il faut 3 mètres par 3 minimum pour pouvoir jouer. Si l'espace est plus resserré, en fait, le joueur en VR va devoir trop utiliser le déplacement virtuel. Ça va être un petit peu compliqué pour lui. Donc, le minimum, c'est 3 mètres par 3. Et ensuite, il suffit de délimiter différentes zones dans une même pièce. Donc, même dans une salle de réunion classique, on peut faire 3 ou 4 espaces de jeu. Voilà. Donc, un exemple lors d'un forum à Malaga, chez nos partenaires de l'Université de Malaga en Espagne, avec le maire de Malaga. Et puis, un autre exemple lors d'un événement des associations des villes de l'énergie, avec notre partenaire LabMe, qui est l'association de l'Agence de l'énergie de Brassov. Voilà. Donc, on a souvent quelques premières personnes qui viennent tester les jeux et puis ensuite qui regardent en interne au sein de leur collectivité comment ça pourrait être utilisé pour quelles personnes.
Bien sûr, nous avons mis en place un questionnaire de satisfaction. C'est très important pour le programme Life et pour nous de savoir si ces jeux servent à quelque chose. Alors, premièrement, à gauche, le taux de satisfaction, vous voyez que c'est vraiment très élevé. On a 87% des joueurs qui sont de assez satisfaits à entièrement satisfaits. On a un petit peu moins de 200 réponses pour l'instant, donc c'est bien représentatif. Et puis, en ce qui concerne l'apprentissage, ça c'est le graphique de droite, donc c'est quand même le but principal de LiveVR, c'est d'apprendre quelque chose sur l'air, le climat et l'énergie. C'est pas uniquement de dire oui, c'était sympa. Donc l'apprentissage, le graphique de droite, diriez-vous que le jeu vous a permis d'améliorer vos connaissances sur les sujets suivants? Donc on voit que sur l'énergie, on est à 90% quasiment de oui. Sur le climat, on est à 85% de oui. Et sur l'air, on est de nouveau à 90% de oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'apprentissage le plus fort, il est en violet. Et donc, c'est bien l'air. Donc, c'est la note tout à fait d'accord. Et on voit que c'est bien sur l'air qu'on apprend le plus de choses dans ce jeu. C'est normal puisque l'objectif de LiveVR, c'est d'apprendre quelque chose sur l'air, mais forcément, on apprend aussi des choses sur le climat et l'énergie. Voilà. Alors, comme je le disais, hein, le jeu s'appuie sur des données locales. Et donc, il peut être utilisé à l'échelle d'une ville, d'une région, d'une communauté d'agglomération, etc. On verra ensuite, il y a une ville type aussi qui existe. Enfin, il y a 3 sortes de villes types qui existent et puis aussi des territoires ruraux types. Voilà quelques retours d'expérience pour terminer. Alors, le retour d'expérience du service de protocole de l'Eurométropole de Strasbourg. Qui ont dit, voilà, déstabilisant mais rassurant. On a des personnes qui ont, enfin même beaucoup de personnes qui n'avaient jamais fait de réalité virtuelle avant. Donc là, il y a une triple découverte parfois. C'est la VR, premièrement. Deuxièmement, le principe d'un serious game. Et troisièmement, la qualité de l'air, le climat et l'énergie. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'apprentissage. Il vaut mieux prendre son temps et prévoir une matinée tranquille pour faire ces activités-là lors d'une journée de formation ou de team building. Voilà, moderne. Quelqu'un a dit encore, quelqu'un a dit trop rapide, trop court, et puis quelqu'un a dit prise en main difficile. Voilà, donc ça dépend vraiment des joueurs. On peut passer au témoignage suivant. Ce sera le dernier. On en a beaucoup hein, qui nous remontent dans le questionnaire qu'on a mis en place. Voilà, l'ADUS, l'agence d'urbanisme, qui a écrit une belle opportunité pédagogique pour aider les citoyens à mieux appréhender les ordres de grandeur énergétique. Donc ça, c'est un témoignage de l'année dernière avec, c'était lors de la rencontre des agences d'urbanisme. Voilà, un autre exemple de déploiement. Et donc, si jamais vous souhaitez organiser une session de jeu ou tester, vous pouvez contacter vos ASQUA partenaires, donc les ASQUA régionales que vous voyez affichées ici. On va remettre aussi sur une dernière slide, vous retrouverez ces contacts-là. Si l'ASQUA régionale ne figure pas déjà dans les partenaires du projet, vous pouvez contacter Atmo Grand Est. Il y a mon contact qui est en haut à gauche. Et il y a aussi l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air et la Fédération Atmo France qui sont partenaires du projet et qui feront tous les relais nécessaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Raphaël, merci pour cette présentation donc, du projet LiveVR qui comprend 2 outils, un outil donc, qui fait l'objet de ce webinaire, donc un outil en réalité virtuelle Serious Game destiné aux élus et aux agents territoriaux qui travaillent sur les thématiques air, climat, énergie et même plus largement. Et puis un deuxième outil, donc on aura peut-être l'occasion de vous présenter ultérieurement, qui est un escape game destiné plutôt au grand public. Donc, elle l'a souligné, Raphaël, cet outil, c'est bien plus qu'une animation ludo-éducative. C'est vraiment un outil d'apprentissage, de montée en compétences. Et justement, je vais céder la parole à Catherine Hervieux, qui est présidente d'Atmo France, pour nous montrer comment cet outil peut être un levier de mobilisation au sein des collectivités.
Donc, merci à Catherine Hervieux pour sa présence. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de participants et merci, merci pour votre présence dans cet échange. Il y a une volonté de la part des ASCA et de la fédération d'utiliser les outils, la palette d'outils qui évolue, et notamment dans le domaine du numérique, pour continuer à promouvoir les enjeux autour de la qualité de l'air, pouvoir aussi, au-delà du constat de ce qui se passe dans l'atmosphère, aussi dégager des perspectives d'action et les outils pour cela, aussi bien auprès des acteurs, des collectivités, mais aussi du grand public, sont hyper précieux. Et le fait de pouvoir en développer comme celui qui vient d'être présenté, LiveVR, nous paraissait quand même une très belle opportunité plutôt, d'autant plus que effectivement il y avait un signal fort de la part de l'Union européenne avec des financements dédiés, puisque toute la partie technologique, vous vous doutez bien, demande quand même des investissements conséquents, surtout si on veut avoir quelque chose de qualité. Et je voulais mettre l'accent sur justement la façon aussi dont ça a été construit, étape après étape, pour que ce soit un outil, enfin les deux supports soient des outils les plus efficaces possibles, mais les plus, comment dire, les mieux montés possibles, en tenant compte à la fois des données recueillies au plan des mesures, et puis les données scientifiques. Ça, c'est effectivement incontournable. Et puis après, construire effectivement les différents cheminements pour se projeter aussi dans les différents scénarios selon tel ou tel type d'action que mènent les collectivités, que mène le grand public pour améliorer la qualité de l'air, en lien avec les données concernant le climat, celles aussi concernant les enjeux énergétiques. On sait que c'est des grands débats actuellement, et enfin ça a toujours été, mais selon les contextes géopolitiques, ça prend des ampleurs différentes. Et en tout cas, je voulais aussi remercier toutes les équipes, les différentes ASCA qui se sont projetées dans ce travail de construction qui a demandé du temps, bien évidemment, pour avoir des outils de qualité, j'insiste là-dessus. Et puis vous dire aussi de façon anecdotique, mais que je l'ai testé, que ça demande effectivement une phase d'apprentissage, en tout cas me concernant, par rapport à des histoires de perception sensorielles qui sont propres à chacun et chacune d'entre nous. Mais ça ne doit pas être un obstacle pour s'en saisir, et je pense que ça nous permet aussi d'élargir les publics, et que les enjeux de qualité de l'air ne restent pas que entre les mains de personnes, de structures qui seraient expertes et complètement déconnectées du grand public. On a bien aussi cet objectif-là parmi tous ceux qui ont été décrits tout au long de cette présentation. Merci beaucoup, Madame Hervieux. Votre intervention nous montre que donc LiveVR, c'est vraiment un outil de qualité efficace qui repose sur des données fiables, réelles de qualité à différentes échelles, il faut le rappeler. C'est un outil aussi en effet de dialogue, d'appropriation de sujets qui parfois sont un peu éloignés de certains élus ou agents. Du coup, voilà, s'approprier ces enjeux en s'appuyant sur des données réelles du territoire, ces enjeux air, climat, énergie. Et du coup, vous avez partagé un petit peu votre expérience. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec des élus qui ont justement testé cet outil. Et donc, je vais laisser la parole de nouveau à Madame Sénat Tiempo et après à Madame Mireille Mergem-Legoff, qui est élue à la ville de Port-Jérôme-sur-Seine, qui vont partager un petit peu leur regard sur cet outil. Et puis, bien sûr, on ouvrira aux questions et au partage éventuellement d'expériences d'autres personnes qui sont parmi nous. Madame Sénat Tiempo. Oui, merci. Alors, pour commencer, moi, je n'ai pas eu la chance ni l'opportunité de tester le jeu, mais j'avoue que je suis emballée par la présentation et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester. D'abord parce que je suis une grande joueuse
Et ensuite, parce que vos commentaires de satisfaction donnent envie, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, le principal enjeu, c'est d'acculturer les élus et les participants. Mais si on peut le faire en s'amusant, j'ai envie de dire que c'est encore mieux. Et on a besoin de nouveaux outils qui nous sortent un petit peu des PowerPoint qu'on mange à longueur de temps. Donc, merci et bravo pour le travail, ça donne vraiment envie. Moi, je suis, en plus d'être présidente de l'Alliance, bien évidemment élue dans une collectivité à la métropole de Grenoble. Et en tant que présidente de l'Alliance et conseillère déléguée en charge de la qualité de l'air à Grenoble, je vois bien comment les élus, on pourrait s'emparer de cet outil. Parce que maintenant que vous l'avez, j'ai envie de dire, fabriqué, il va falloir le faire vivre. Et pour ça, il va falloir que chacun mette du sien. Mais moi, j'imagine très bien comment on peut, soit en marge de conseils métropolitains, soit en marge de commissions, soit lors d'événements spécifiques. Je pense à la Journée nationale de la qualité de l'air le 14 octobre, par exemple. Comment on pourrait présenter et faire vivre cet outil auprès des élus et aussi auprès des agents de la métropole de Grenoble et d'autres métropoles et d'autres communes. Je trouve ça vraiment très intéressant. À une période, on voyait beaucoup la fresque du climat qui a été énormément développée, hein, dont je pense qu'on l'a toute fait au moins 3 fois dans sa vie. Et ben voilà, cet outil-là, il faut arriver à le faire vivre autant parce que les enjeux sur la qualité de l'air, ils sont aussi importants que ceux du climat, ils sont extrêmement liés. Dans votre commentaire de satisfaction, vous disiez qu'on en apprenait plus sur la qualité de l'air que sur le climat. Je pense que c'est certainement dû au fait qu'effectivement, c'est la cible de ce Serious Game, mais c'est aussi le fait que je pense que les gens, malgré tout, sont moins acculturés sur la question des enjeux de qualité de l'air que sur les enjeux du climat. Peut-être qu'on parle du climat et de l'environnement depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on parle de la qualité de l'air. Donc, il y a un vrai champ qui s'offre à nous et je trouve vraiment ce genre d'outil, une fois encore, extrêmement intéressant. Et maintenant, j'ai envie de dire à charge à chacun d'entre nous de s'en emparer, de le faire vivre, de l'utiliser. Et vraiment, moi, j'ai vraiment envie, je suis très enthousiaste, j'ai envie de l'essayer et j'ai envie vraiment de le faire partager auprès de celles et de ceux qui, comme moi, sont élus dans différents territoires et qui ont besoin d'apprendre, de se rassurer aussi peut-être, et puis de voir quels effets peuvent avoir les politiques publiques qu'on met en place, parce que des fois, on a un petit peu du mal à se projeter au-delà de l'instant T, et de ce que j'ai compris, en tout cas, de ce que vous avez présenté aujourd'hui, ce jeu peut permettre aussi à chacun, chacune de voir quels sont les effets des politiques publiques qu'on a mis en place, et ça me paraît vraiment hyper important pour les élus qu'on est, de pouvoir voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, parce qu'on a des décisions difficiles à prendre, qui ne sont pas toujours bien perçues, et donc de pouvoir se projeter un petit peu plus qu'aujourd'hui et demain, c'est très, très important. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense que vous le sentez, mais moi, je suis super enthousiaste. Et vraiment, bravo, bravo pour le boulot et merci pour la présentation, une fois encore. Merci, ça fait plaisir cet enthousiasme. Et en effet, l'objectif, il y a une phrase qu'on dit souvent entre partenaires du projet, c'est vraiment de rendre visible cette air qui est souvent invisible. Donc cet outil en réalité virtuelle permet voilà, de visualiser. Dans le jeu, en effet, on montre l'impact réel de certaines actions sur certains polluants et avec une jauge qui monte et descend. Donc voilà, c'est vraiment rendre concret l'impact des actions qui sont mises en œuvre sur les différents polluants de l'air et d'autres paramètres, notamment climat, mais il y a aussi d'autres enjeux. Donc voilà, en effet, vous l'aviez dit, l'intérêt, c'est de le partager au sein des collectivités. Ça peut être au sein, en effet, de commissions, en marge de commissions, de conseils, dans des sessions de formation. Donc ça, c'est intéressant. Et voilà, je vais laisser du coup un autre partage avant de vous donner un peu à tous la parole à Madame Merjem Le Goff. Alors, est-ce que vous êtes présente, madame? Oui, je suis présente. Bonjour à tous. Donc, je suis Mireille Merjem Le Goff, élue à Port-Jérôme-sur-Seine, une commune de 10 500 habitants en Seine-Maritime. Donc, nous avons déjà la particularité d'avoir une raffinerie et puis des usines pétrochimiques. Donc, nous sommes déjà au fait de ce sujet qui est la qualité de l'air, parce qu'effectivement, on a par exemple des
entreprises comme ExxonMobil. Donc, j'entendais parler tout à l'heure des odeurs, etc. Donc, c'est déjà un sujet qui est bien traité chez nous. Moi, par contre, j'ai testé le Serious Game Life VR il y a 3 semaines avec Atmo Normandie dans le cadre de la semaine de la sécurité qui était chez nous ici à Port-Jérôme-sur-Seine et au niveau de l'Agglo du 22 au 26 avril dernier. J'ai trouvé cet outil vraiment très intéressant parce qu'il est important, je trouve, de respirer un bon air pour être en bonne santé. Et c'est vrai que ça nous donne quand même des clés. L'outil est bien fait parce qu'on est vraiment plongé aussi dans un vrai environnement. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est le fait d'être en binôme, donc de travailler ensemble. J'ai testé les deux, donc en tenant le manuel technique et puis aussi avec le casque à réalité virtuelle. Et moi, je trouve que vraiment bravo, c'est ce que je disais à votre intervenant, c'est qu'il est vraiment très bien fait. Je trouve que c'est une source très, très importante d'informations. Malheureusement, moi, je trouvais un peu court parce que dans la manipulation, je trouvais déjà le fait d'appréhender l'outil, ça prenait déjà un peu quelques temps. Et puis, c'est vrai que quand on y est, on a envie de faire tous les modules et puis c'est déjà terminé. Mais ça nous a déjà vraiment donné un avant-goût, un aperçu. Et je trouve que c'est un jeu qui permet, au-delà d'être un jeu aussi, il nous permet à nous, nous les élus, de choisir certaines orientations. C'est vrai que nous, dans notre commune, on met beaucoup l'accent sur la transition écologique et je trouve que j'entendais parler tout à l'heure, c'est un outil effectivement qui peut servir aussi, qu'on peut utiliser lors des commissions. J'ai entendu quelqu'un le dire déjà et je trouve que c'est vraiment très important. Donc, je voulais remercier, je ne vais pas être plus longue, je voulais vous remercier pour tout le travail. C'est important qu'il existe des outils comme ça et merci pour tout votre travail. Merci beaucoup, Madame Mergem Le Goff, pour votre témoignage très riche. Donc, en effet, vous parlez d'immersion. On est vraiment dans un univers spécifique, donc qui participe à l'expérience jeu. Mais derrière cette approche jeu, en effet, on aborde des sujets importants, des décisions, des choix. Il y a aussi cette approche, en effet, par binôme qui est propre à ce jeu. Voilà, pour justement ne pas être complètement seul dans son jeu en VR, mais il y a vraiment une collaboration entre un joueur en présentiel et qui a le manuel qui guide justement le joueur qui a le casque. Et dans des enjeux de transition écologique, cet outil s'avère important pour les collectivités. Est-ce que parmi les participants, peut-être des élus, des représentants territoriaux voudraient prendre la parole, ajouter un mot justement pour ceux qui l'ont testé peut-être ou ceux qui sont partenaires de cet outil? Vous pouvez soit lever la main, soit vous me dire que vous voulez prendre la parole dans le chat et ça sera avec plaisir pour vous laisser la parole quelques minutes avant de prendre les questions-réponses. Un retour d'expérience, un partage d'expérience? Monsieur Patrice? Ben oui, puisque personne ne lève la main, moi j'ai envie de dire, non, moi je suis le président d'Atmo Hauts-de-France et j'ai essayé de tester, comme tout à l'heure Catherine le disait, c'est vrai que c'est perturbant, mais je suis un vieux, donc il faut que j'arrive à remettre à plat mes capacités sensitives, sensorielles, etc. Mais c'est formidable. Ce que je vais surtout dire, et je l'avais mis dans le chat, c'est que l'enjeu derrière ce bel outil, qui est à la fois ludique, intéressant, qui a beaucoup de chance, un bel avenir, ben, c'est surtout la santé qu'il y a derrière. Parce que, en fait, il s'agit de mobiliser toutes les collectivités, tous les élus, quels qu'ils soient au niveau local, régional, etc., pour avoir les bonnes pratiques, essayer de mettre en place des actions. Et la principale mission des ASCOA, c'est d'accompagner les collectivités territoriales, d'aller à la rencontre des élus, qui sont quand même comment dirais-je, à proximité de la population. C'est quand même eux les premiers remparts, si je puis dire, vis-à-vis des questions, etc., des intérêts de la population. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, à peu près 80% à 90% des citoyens qui sont inquiets sur la qualité de l'air et surtout sur les dégâts sanitaires que cela peut créer. Donc c'est pour ça que je dis que cet outil-là nous permet, dans notre valise, d'avoir quelque chose supplémentaire à proposer aux élus pour les former, pour les sensibiliser, mais en même temps pour montrer que
derrière tout ça, l'enjeu principal, c'est quand même la santé au sens propre du terme, au sens environnemental du terme, pas simplement humaine, mais surtout humaine, avec une prolifération énorme de pathologies qui sont dues, et maintenant on peut le savoir directement, qui sont corrélées à la qualité de l'air. Moi, je le dis parce que je suis référent national au niveau d'Atmo France pour Air Santé, et je vous assure que euh, c'est pas très gai quand on est entre professionnels de santé, quand on voit la prévalence d'un certain nombre de maladies, soit neurologiques, soit pulmonaires, soit cardiovasculaires. Donc, il faut agir et cet outil va permettre d'aller encore plus loin et d'agir encore plus vite. Et ça, je vous remercie et je remercie tous les ASQUA, tous les participants. J'avais eu l'occasion de le dire quand à Lille, on avait reçu la délégation européenne. J'avais fait un mot d'introduction en anglais, hélas, mais bon, il fallait bien se mettre au goût du jour pour les remercier aussi comment dire, du soutien européen. C'est quand même important de le dire, que, surtout en ce moment qu'on parle beaucoup d'Europe, là, l'Europe a fait des choses très intéressantes. Voilà, j'arrête parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui veulent parler. Merci de m'avoir laissé la parole. Merci, Monsieur Patrice, merci pour votre soutien. Et je me souviens en effet de ces mots en anglais, mais qui étaient très appréciés par nos partenaires et notamment les partenaires anglophones. Merci en tout cas. Merci, vous êtes très bonne parce que vu mon accent, merci. Merci beaucoup. Nous avons une autre prise de parole, je vous en prie. Il me semble, Monsieur Marco. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Vous m'entendez bien? Oui, donc moi, je suis docteur Christophe Marco, donc moi, je suis médecin pneumologue à Strasbourg. Et je vous remercie vraiment pour votre présentation. Et en fait, je voulais dire un mot qui finalement fait le lien avec l'intervention que vient de donner Monsieur Patrice. Parce que finalement, effectivement, la finalité reste les enjeux sanitaires. Et de ce que je peux voir moi, en pratique clinique, pour le coup, quotidienne, c'est exactement ce que Monsieur Patrice décrit. C'est finalement, donc en tant que pneumologue, des maladies respiratoires qui sont créées, pérennisées ou aggravées par une mauvaise gestion de la qualité de l'air extérieur ou de la qualité de l'air intérieur. Et parfois, ce dont je me rends compte en consultation, c'est que les patients, finalement, n'ont aucune idée de quels sont les déterminants environnementaux qui entretiennent ou qui déclenchent leur pathologie. Et pour voir quand même pas mal de patients quotidiennement depuis quelques années, je vois qu'il y a vraiment une indication très claire à utiliser tous les moyens d'éducation thérapeutique possibles. Et là, j'utilise le terme d'éducation thérapeutique pour dire que nous, en fait, en médecine, on essaye donc de diagnostiquer, certes, mais ensuite d'avoir cette fameuse alliance thérapeutique avec le malade et d'essayer de lui faire comprendre quasiment aussi bien que nous quels sont les déterminants de sa maladie pour qu'il soit un réel acteur. Et donc, je crois vraiment, j'aurais très envie, en tout cas, de pouvoir essayer ce dispositif que je ne connais pas dans le cadre de séances d'éducation thérapeutique, pourquoi pas prototypées, mais en tout cas, il y aurait un intérêt médical très clair là-dessus. Et parfois, pour faire des conférences ou des cours de vulgarisation avec mes pairs médecins, je sais qu'il y a aussi une réelle demande d'outils et comment dire, d'une certaine dynamique d'éducation ou en tout cas de pérennisation des savoirs avec les médecins qui pourrait faire aussi entrer ce dispositif finalement dans la formation médicale. Donc, je voulais vraiment remercier votre présentation et dire que, alors pour les élus, c'est sûr qu'il y a une demande, mais du côté médical et scientifique, en tout cas, moi, je serais très demandeur de faire un essai et de vous faire un retour là-dessus, que ce soit avec mes collègues ou avec des patients. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Si je peux me permettre, merci, mon cher confrère, c'est qu'on essaye au niveau national, moi je suis prof d'immunologie, on essaye de le faire rentrer dans un module de formation continue en fac. Bon, c'est à la charge, je veux dire, enfin, c'est à la libre appréciation des doyens, mais ça commence à se faire. Et ça, c'est un outil, en même temps, Oui. pour des jeunes étudiants, c'est génial, c'est merveilleux, mais en même temps, c'est une éducation des patients qui est à faire, et on a encore beaucoup dans ce domaine, mais c'est quand même une voie d'avenir fondamentale et formidable, je trouve. Merci, mon cher confrère, de l'avoir précisé. Enchanté, cher confrère. Merci. Merci. En effet, l'enjeu sanitaire est aussi abordé dans les outils et on parle aussi d'exposition de la population. Il y a un indicateur voilà, sur les différents territoires pour voir les personnes qui sont exposées à des dépassements des normes en termes de qualité de l'air. Donc cet enjeu sanitaire, en effet, il est très important lorsqu'on parle de pollution de l'air. Et juste pour rebondir, l'autre outil, en effet, qui entre dans le cadre du projet LiveVR, c'est un escape game et il y a
salle, entre guillemets, qui est dédiée justement à ces impacts sanitaires liés à la pollution de l'air. Donc, c'est avec plaisir que nous pourrons vous faire découvrir voilà, ces outils et j'espère qu'ils pourront répondre à vos attentes en termes de montée en compétences, formation, sensibilisation des professionnels de santé. Est-ce que nous avons une volonté, un souhait de prise de parole de la part d'élus, collectivités? Sinon, on passera à la partie questions-réponses. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Rebondir, des partages? Non. Alors, je vous propose donc de passer à la session questions-réponses. Mais avant, en effet, mais ça répond un petit peu à certaines, je pense qu'on va y revenir avec certaines questions. Alors, si je reprends un petit peu les questions, une des premières questions, mais il me semble que Raphaël y a répondu, mais je vais lui laisser la parole pour y répondre de niveau. À quelle échelle le jeu est-il adapté, région, département, territoire de l'EPCI? Est-ce que, Raphaël, tu peux revenir sur ce point? Oui, alors le jeu a été déjà configuré sur beaucoup de territoires, notamment dans les régions où les associations de surveillance de la qualité de l'air sont partenaires. Et donc, effectivement, ça peut fonctionner sur une ville, sur un département, une région, même au niveau national. En fait, il y a un format de données d'entrée et des données d'entrée à fournir. Donc, à partir du moment où on met en forme les données, on peut utiliser le jeu. Et les données ont déjà été préparées lorsque les associations étaient partenaires du projet. Voilà. Donc, il n'y a pas de distinction de taille de territoire. Voilà. Ça peut fonctionner aussi bien pour une ville que pour une région. Merci. Est-ce que les données du territoire sont prêtes pour toutes les régions, même celles qui ne sont pas encore partenaires? Alors oui, ça c'est effectivement une question importante. Alors pour les villes ou les départements ou les territoires qui ont leur association au sein du consortium du projet, il est fort possible que les données soient déjà configurées dans les jeux. Il faut quand même vérifier, hein. Peut-être que l'association a configuré par exemple les EPCI et pas les villes. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est prendre contact avec l'ASQUA partenaire pour le savoir. Et sinon, il existe 3 tailles de villes type qui sont disponibles dans le jeu. Mais alors là, c'est des données moyennes ensuite, hein, des données moyennes de pollution, des données moyennes d'exposition de la population. On peut jouer avec, ça correspondra pas aux données précises du territoire, mais ça permet quand même de découvrir les actions. Et pour un territoire qui voudrait avoir vraiment le jeu configuré de manière personnalisée, il faudra donc fournir les données d'entrée au jeu et donc là le territoire peut sans doute se rapprocher d'Atmo Grand Est pour qu'on voit comment faire avec nos collègues des autres régions ou sinon peut-être que la collectivité a déjà les données en interne. Voilà. En tout cas, ce qu'on recommande pour aller au plus vite, c'est peut-être d'utiliser déjà, de découvrir le jeu avec ses données types. Et puis, si on veut aller plus loin, alors se procurer les véritables données produites localement. Merci. Donc, c'était une question de Madame Derori. Donc, si ce n'est pas assez précis, n'hésitez pas à reprendre la parole. Une question de Madame Daniel. Est-ce que pour une ville, c'est possible de bénéficier de l'outil LiveVR, a priori qui est élu donc dans une ville? Oui, alors pour une ville, si l'association est partenaire, ce déploiement pourra se faire dans le cadre du projet. Donc, ce sera gratuit puisque actuellement, tout ce qu'on fait dans le cadre du projet est déjà cofinancé par le programme LIFE et les autres financeurs du projet. Pour une ville qui est dans une région où l'ASQUA n'est pas partenaire, donc là, je pense que le mieux, c'est de se rapprocher de nouveau soit d'Atmo Grand Est en tant que porteur de projet ou de l'Alliance des collectivités ou de la Fédération Atmo France pour voir ce qui est possible. Après, la ville peut aussi elle-même télécharger le jeu, hein. Les jeux sont gratuits, disponibles sur les stores, ce qui peut être un petit peu plus long. Alors,
l'escape game est bien sûr facile à prendre en main. Le serious game, un petit peu plus long pour le découvrir. C'est pour ça que nous, on conseille plutôt d'avoir un webinaire ou une présentation avec une personne de l'association, d'une des associations. Mais sinon, les jeux sont libres à télécharger. Voilà. Ah, ton micro est coupé. En effet. Est-ce que les données... Alors, une question de M. Flao qui a un petit peu été abordée, mais est-ce que les données sont celles de la région d'appartenance du participant? Alors, chaque participant a configuré plusieurs territoires. Par exemple, si je prends l'exemple du Grand Est, hein, tous les EPCI ont été configurés, ainsi que quelques villes, les départements et la région. Et chez la plupart des partenaires du projet, c'est le même cas de figure. Donc, il y a la plupart des EPCI qui ont été déjà configurés. Voilà. Merci. Des questions un peu plus pratico-pratiques. Combien y a-t-il de casques par kit? Combien de kits sont déjà disponibles sur le territoire national? Donc, on va parler un peu de déploiement. Il y a une question qui est un peu en lien. Qui anime justement lorsqu'on déploie? Et est-ce que le programme prévoit de déployer des formations d'animateurs? Oui, alors c'est intéressant. Pour les casques, tout d'abord, donc chaque partenaire du projet a acheté un certain nombre de casques. Alors d'ailleurs, j'en profite pour signaler que le projet s'est doté d'un Green Agreement. Donc on essaye vraiment de travailler de la manière la plus éco-responsable possible. Et la plupart des casques qu'on a achetés sont des casques reconditionnés. Donc si je peux prendre l'exemple du Grand Est où il y a un parc actuellement de 27 casques. On verra si on a besoin de davantage de casques. Et puis selon les régions, on peut avoir voilà, 2 à 10 casques. Ça dépend beaucoup aussi de la demande de déploiement. Et donc ça veut dire que voilà, on peut prêter plusieurs casques en même temps ou venir faire une animation avec plusieurs casques en même temps. Pour pour l'instant, qui déploie et qui anime, ou est-ce qu'il y a une formation prévue? Donc, ça passe essentiellement pour l'instant par les associations d'assurance de la qualité de l'air. Oui, tout à fait. Les animateurs, en ce qui concerne le Serious Game, sont les partenaires du projet parce que c'est aussi l'occasion de discuter sur la qualité de l'air, d'apporter des compléments par rapport au jeu, de débriefer, parfois aussi de faire une petite introduction sur la qualité de l'air. Donc en général, ce sont les associations qui font les animations ou les partenaires de projet. Pour l'escape game, c'est un petit peu différent. Ce sera l'objet d'une autre réunion, mais là, on peut quasiment prêter les casques puisque l'escape game est beaucoup plus facile, les joueurs peuvent être en autonomie. Là, sur le serious game, c'est quand même plus intéressant d'avoir un animateur qui peut apporter des informations complémentaires. Un animateur expert. D'ailleurs, sur l'escape game, une petite question de Madame Joly qui intervient, qui est dans une entreprise là, et sa direction cherche à sensibiliser ses collaborateurs. Et du coup, cet outil lui semble intéressante et elle s'interrogeait plutôt sur l'escape game. Est-ce qu'il est prévu bientôt une présentation? Alors, on a prévu ça cet été, il me semble. On sera peut-être... oui, je pense que ce sera le bon moment. Donc, on organisera un webinaire similaire. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que certains veulent poser une question directement? Alors, ici, j'ai une nouvelle question. Le coût approximatif pour une session de jeu en Guyane? Est-ce que Raphaël, tu veux y répondre? Alors, disons que là, je pense que pour le territoire concerné, s'il télécharge lui-même les jeux et qu'il s'auto-forme et qu'il déploie, alors il faut aussi avoir des casques. Je pense qu'on ne peut pas répondre aussi rapidement. Parce que là, voilà, c'est pas dans le cadre du consortium du projet. Voilà. Donc, il faut vraiment... Le mieux, ce serait
de faire une réunion avec Atmo Grand Est et puis ou un autre partenaire du projet pour regarder quel serait le temps pour la prise en main des outils et puis éventuellement acheter un casque ou 2 casques. Voilà, le temps de formation, vous parliez voilà, de la formation des animateurs. Donc là, il faudra dédier du temps. Nous, en tant que partenaire du projet, on a tous prévu de former nos collègues. Ça fait partie du projet européen, hein, de faire de la dissémination de l'outil et donc de former d'autres personnes. Voilà. En tout cas, le fait que les partenaires de projet forment des relais, ça fait partie intégrante du projet. Tout à fait. Donc, en effet, pour la Guyane, n'hésitez pas à vous rapprocher des partenaires, bien sûr d'Atmo Grand Est, qui est le porteur du projet, ou d'autres partenaires, je pense notamment à la Martinique, moi, pour le déploiement. J'ai une autre question aussi. Combien de personnes peut-on faire jouer en même temps? Ça va se rapprocher du nombre de casques, mais je rappelle si tu veux préciser. Oui, alors pour le Serious Game, on peut avoir 6 à 9 joueurs qui vont être dans des équipes de 2 ou 3 pour un animateur. Comme j'expliquais, c'est quand même un accompagnement avec des commentaires, c'est quand même un accompagnement rapproché qui est plutôt dédié aux décideurs. Donc on va dire une équipe de jeu, donc 2 à 3 personnes, 3 par 3 mètres carrés, donc 9 mètres carrés, et un animateur et un casque. Voilà. Et ensuite, l'escape game, ce sera un petit peu différent. Ce sera toujours sur 9 mètres carrés par joueur. Par contre, là, l'animateur est beaucoup moins nécessaire une fois que le jeu est démarré. Donc là, on peut quasiment avoir 6 à 10 joueurs pour un animateur. Voilà, les joueurs vont être davantage en autonomie. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Du coup, juste donc dans le chat, je remercie pour tous les commentaires, les soutiens affichés. Je tiens à préciser que donc, nous avons mis en lien donc, la bande-annonce, le trailer du Serious Game, mais aussi vous allez trouver un lien vers les flyers, donc des flyers qui présentent l'outil LiveVR, donc n'hésitez pas à les télécharger. Et donc, sur la diapositive qui est face à vous, ce sont les partenaires français du jeu LiveVR. Donc, si vous faites partie d'une de ces régions, donc Grand Est, Martinique, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, je vous invite à contacter directement l'association de surveillance de la qualité de l'air de votre région si vous êtes intéressé par un déploiement. Si vous êtes en dehors d'une de ces régions, je vous invite à contacter donc nos partenaires, notamment l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air ou la Fédération Atmo France ou le porteur projet Atmo Grand Est pour étudier, essayer de trouver une solution pour un déploiement sur votre territoire. Donc, vous savez, les associations de surveillance de la qualité de l'air sont fédérées par Atmo France, donc il y aura toujours un relais qui sera possible avec une association. En tout cas, nous ferons en sorte que ce soit possible. Voilà un petit peu pour le projet. Il est temps pour moi de clôturer ce webinaire d'abord. Merci, un grand merci à toutes les intervenantes. Donc en effet, c'était une table ronde essentiellement féminine. Merci à l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air pour leur soutien. Merci Madame Senatiempo. Merci à la Fédération Atmo France de nous aider dans ce projet. Merci Madame Hervieux. Merci bien sûr à Atmo Grand Est de piloter ce projet. Merci Raphaël pour ton enthousiasme. Et merci à tous les partenaires. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs autour de nous. Il y a une dernière intervention apparemment de Monsieur Georgel. Vous voulez nous faire un salut. En tout cas, non, un petit. Ça marche pas. Oui, non, merci pour le travail qui a été fourni. Franchement, c'est un super outil pour nous. On va essayer de voir pour le déployer sur la Réunion. Il y a un vrai besoin, une vraie demande des collectivités, des élus comme des administratifs. Donc, bravo pour le travail, juste pour dire ça. Merci. Et merci pour votre témoignage. Je retrouve Madame Le Goff.
Voilà, j'espère que cet outil LiveVR va vivre et se déployer largement dans vos territoires. Il a été conçu vraiment pour répondre à vos besoins, à vos attentes. C'est un outil qui est différent de ce qu'on peut voir. Donc, cette innovation, cette réalité virtuelle porte des atouts. Donc, on espère qu'il vous sera utile. Et à très bientôt pour présenter l'Escape Game. Merci. Merci à vous tous et en avant toutes. Merci à tous. Bon après-midi. Merci à toutes et tous. Merci. Merci, bravo. Merci Belle Gaëlle. journée. Bon après-midi. Bonne journée.